Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de votre Guyane Soir, l'affaire des bus Kélian. Après 9 ans de procédure judiciaire sur cette délégation de service public, le chef d'entreprise Kevin Madeleine a été définitivement relaxé dans ce dossier qu'il opposait à la mairie de Kourou. Aujourd'hui, une autre bataille débute, celle de la réparation du préjudice. Nous reviendrons sur la visite de Gabriel Serville à Maripasoula. C'était hier au cœur de ce déplacement, le désenclavement avec des dossiers urgents comme la réfection de la piste historique en béton et la desserte assurée par Air Guyane. Et puis la grande finale approche pour Mika samedi. Le Saint-Laurentais sera sur scène dans l'émission culte The Voice pour décrocher, on l'espère, la première place. Une aventure suivie de très près par ses amis qui l'encouragent à distance. Le bilan des homicides s'alourdit en Guyane. Un jeune homme a été tué par arme à feu à Saint-Laurent-du-Maroni. Les faits se sont déroulés au quartier Vampire vers 12h30. Il s'agit de la deuxième agression par arme à feu dans ce secteur en moins d'un mois. Un individu a été interpellé et placé en garde à vue. Des images d'Ingrid Sauséisma. C'est un chef d'entreprise soulagé après des années de bataille judiciaire. Kevin Madeleine a été relaxé dans l'affaire des bus Kélian, le réseau de transport urbain à Kourou. La Cour de cassation a rejeté le recours de la mairie de Kourou. Kevin Madeleine demande aujourd'hui réparation du préjudice subi. Le reportage de Jocelyne Elgouache et Thierry Viviès. Kevin Madeleine devant les tribunaux depuis maintenant 9 ans. 9 ans qu'il se bat contre la mairie de Kourou. Les tribunaux donc, ont été saisis. Le tribunal correctionnel a compris, une première instance, en appel a compris et en cassation a compris. Tout le monde a compris, j'ai été relaxé, il n'y a rien dans ce dossier d'illégal. Kevin Madeleine et la mairie de Kourou, c'est l'histoire de ces bus. Le jeune chef d'entreprise de 30 ans obtient en 2014 une délégation de service public pour une desserte de bus dans la ville spatiale. Kevin Madeleine embauche 42 employés. À l'arrivée du nouveau maire François Ringuet en 2014, le contrat semble de plus en plus compromis, jusqu'à la résiliation de la convention en 2017. Des années de procédures, des centaines de pages de dossiers judiciaires, jusqu'à la Cour de cassation, qui a donné raison au chef d'entreprise le 17 mai dernier. Très officiellement, ce qui a été dit, c'est qu'il y avait un rapport que je n'avais pas remis, et j'ai essayé une ligne de bus des Gracia-Ramaka qui ne coûtait rien à la mairie et pour toujours dynamiser le réseau. Et ça m'a été reproché. Ils se sont appuyés sur ces 2 points pour pouvoir rompre le contrat unilatéralement. Kevin Madeleine attend désormais le délibéré du tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice. C'est toute une vie. C'est toute une vie. 3G2M, ça veut dire 3e génération de Madeleine. Donc je suis fils de transporteur, petit-fils de transporteur. Je ne fais pas la mule, je travaille. Et l'arrêt de ce réseau m'a changé. Je ne suis plus le même. Kevin Madeleine avait 31 ans lorsque son contrat entre la mairie et son entreprise a été résilié. À 40 ans, il attend la dernière décision judiciaire dans ce dossier pour enfin tourner la page. Le délibéré est attendu le 22 juin prochain. La mairie de Makouria veut former de nouveaux cadres en interne. Depuis 4 mois, des agents de catégorie C sont formés pour évoluer vers des postes d'encadrement de catégorie B. Les sessions de préparation se déroulent tous les jeudis matins. Pour la municipalité, il s'agit de valoriser son personnel dans le cadre de l'évolution des carrières. Laurent Marot et Sécurité. Concentrée et déterminée, Cécile Clette-Higin est agent communal depuis 36 ans. Cet agent administratif prépare le concours de catégorie B. Avec cette formation, elle prend confiance en elle. C'est comme ça que je travaille. Et l'estime de soi. L'estime de soi, pourquoi ? Parce qu'on a souvent tendance à se sous-estimer. Et quand on a quelqu'un qui vous pousse, donc on se découvre et on se dit j'aurais pu depuis longtemps, malheureusement. Oui. Mais là, vous le faites. Oui, je le fais. Chez d'autres, passer le concours est une façon de faire reconnaître des compétences déjà exercées. C'est une formation que j'ai demandée et qui a été acceptée par l'autorité pour pouvoir monter en catégorie tout simplement et pour faire valoir ce que je fais actuellement. Ancienne cadre supérieure de collectivité, la formatrice privilégie l'esprit de groupe
avec ses stagiaires. Le groupe porte chaque personne. Nous sommes veilleurs les uns sur les autres. Et donc, cette bienveillance au travail crée une émulation et fait que les gens s'entraident et que nous pouvons travailler sur tous les domaines attendus, in fine, au travail. En Guyane, 68% des fonctionnaires des collectivités sont de catégorie C. En finançant cette formation, la mairie de Makouria veut favoriser l'émergence de cadres en interne. Nous manquons pas mal de catégories A et B dans le cadre des collectivités territoriales, et ce qui a permis justement l'impulsion de Monsieur le maire de pouvoir justement mettre en place cette formation pour la progression des agents. En octobre, les 9 stagiaires passeront le concours de catégorie B de rédacteur territorial, un écrit de 3 heures, puis un oral. Une stagiaire prépare également le concours de catégorie A+. La formation locale vise aussi à limiter le turnover de cadres, recrutés souvent hors de Guyane. Elles sont dynamiques avec des projets innovants. 7 entrepreneurs ont participé à Cayenne, la finale régionale Guyane du concours Be a Boss. Ce challenge permet aux femmes de développer leur réseau, échanger avec des modèles et de trouver un accompagnement et du financement. Clotilde Séraphin-Georges et Franck Fernandez ont participé à cette finale. Regardez. Cutanex et la Brasserie de l'Ouest, les 2 entreprises lauréates de Be a Boss 2023. Carole Amposta pour un traitement 100% naturel de la leishmaniose en Guyane et Guylaine Constable pour la Brasserie de l'Ouest ont su convaincre par l'organisation de leur pitch. Une présentation complète de leur start-up en 4 minutes chrono, une gageure. Ça m'a appris à pousser mes limites et aller au-delà de ce qui était confortable. Et c'est surtout de mettre en lumière un projet qui était dans un petit cercle fermé, qui maturait et il fallait cette maturation pour le sécuriser, pour avoir la protection industrielle, et on y arrive. J'ai un peu déplacé dans le temps, mais j'ai présenté autre chose. Donc j'ai vu que j'étais dans la continuité d'un produit, le présenter encore autrement, hein, c'est un peu une stratégie. Non, je m'attendais pas du tout. Ça m'a pas dérangé de venir. Aux côtés des 2 gagnantes, 5 autres prétendantes. 7 à avoir passé la première présélection parmi 21 dossiers. 7 candidates, toutes fondatrices d'entreprises aussi innovantes sur le territoire qu'une chaîne de crèches au contact de la nature ou encore une agence de management et de coordination artistique, de vraies compétitrices. On va dire que ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans l'exercice? Présenter son projet en 4 minutes. Je trouve que c'est vraiment un petit peu trop court. Ça aurait été 5, je pense que tout le monde aurait arrivé à présenter son projet au bout et surtout aurait peut-être donné un peu plus de détails sur ce qu'ils font actuellement. Des détails, mais lesquels? Les critères sont déterminants. Les jurés présents dans cette salle et en visioconférence depuis la Guadeloupe et la Martinique ont coché des cases. Ils les ont sélectionnés sur dossier et prestations orales. Ça reste quand même un exercice technique de pitcher, puisqu'il faut pouvoir passer des idées dans un temps contraint, sans forcément donner l'impression qu'on est en rush time, mais voilà, de pouvoir convaincre de façon chirurgicale, j'oserais dire, avec des projets qui ont un formalisme contraint, encore une fois. Prochaines étapes, une 3e phase en Guadeloupe fin juin, puis la finale nationale en septembre. L'opération régionale d'un coût de 120 000 € prévoit le suivi et le conseil de toutes les participantes au concours. La visite était attendue par les élus, collectifs d'associations, d'habitants. Gabriel Serville était à Maripasoula hier, à l'ordre du jour, notamment la réfection de la piste d'avion. Les travaux ont pris du retard, un chantier qui soulève la question de la desserte aérienne. Le reportage de Guillaume Perrault. Pour aborder le sujet de la desserte aérienne, Gabriel Serville et ses élus rentrent dans le vif du sujet, à bord de l'un des 2 appareils d'Air Guyane. L'aéronef décolle avec un léger retard, mais à son bord, une livraison de médicaments. 50 minutes de vol et l'avion atterrit sur la piste historique en béton. Sa réfection a pris énormément de retard. Il faut la terminer avant la fin de l'année, faute de perdre des financements.
La collectivité dispose de fonds européens à hauteur de 14 millions pour les travaux. S'ils ne sont pas réalisés avant la fin de l'année, certes, on va les perdre, mais ça veut dire que les travaux ne pourront pas se réaliser. Le temps des travaux, environ 4 mois, la piste en latérite va reprendre du service. L'aviation civile doit l'homologuer le 5 juin. Contrairement à Saül ou Grand Santi, où les avions se posent sans condition, à Maripasoula, le protocole d'Air Guyane prévoit que les avions se posent uniquement par temps sec. Pas d'avion par temps de pluie, rien de neuf sous le soleil écrasant de Maripasoula. Mais le dossier avance, c'est ce que la collectivité territoriale est venue dire aux élus, chefs coutumiers et habitants du Haut-Maroni. De toute façon, ce n'est pas un scoop, ça on le savait. Quand il y aura de grosses averses, forcément il y aura des temps morts et puis il va falloir composer avec. Le président est venu nous rassurer pour nous dire que la piste provisoire va prendre effet. Terminer les travaux, c'est avoir l'assurance que tous les avions de la compagnie se poseront, qu'importe les conditions climatiques, car ici, les habitants n'en peuvent plus. Donc aujourd'hui, la compagnie, sur une semaine sur deux, n'a qu'un aéronef qui fonctionne. Donc c'est quand même très problématique lorsqu'on sait que la DSP prévoit d'avoir 3 aéronefs fonctionnels. Tous s'accordent à dire que les engagements pris suite au mouvement de colère des Maripasouliens en novembre dernier n'ont pas été respectés par la compagnie. Air Guyane n'a pas encore réussi à tenir les engagements qui avaient été pris à la suite du mouvement de protestation des habitants. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que pour pouvoir sortir de l'impasse, il faudra qu'on aille au bout d'une procédure qui avait été déjà initiée dans le cadre de la délégation de service public, à savoir la filialisation d'Air Guyane pour qu'on puisse créer une société d'aviation qui soit indépendante. Au mois de mai dernier, le ministre délégué aux Outre-mer s'est engagé auprès de la CTG à l'accompagner financièrement. Une enveloppe de 1 ou 2 millions d'euros pour améliorer la délégation de services publics et renforcer les liaisons et le désenclavement de Maripasoula. Et de façon plus large, parlons de la continuité territoriale aux Outre-mer. Expérimentée en 2002, elle consistait notamment à apporter une aide financière aux ultramarins pour leur déplacement vers l'Hexagone afin de suivre des formations. Par exemple, hier à l'Assemblée, la proposition de loi des députés Olivier Servat et Max Mathiazin visant à renforcer cette continuité a été adoptée à l'unanimité. On écoute Olivier Servat au micro de Laurence Théatin et Alban Lucien. Je note quand même que sur les 7, c'est la seule qui a été validée en commission à l'unanimité des députés. Ça veut dire quand même que nous avons fait un travail avec la majorité et le gouvernement. 4 propositions étaient mises à l'ordre du jour. 1. Les actifs, ceux qui travaillent, ont parfois besoin d'aller faire des formations continues en hexagone quand il n'y a pas cette formation en Outre-mer. Eh bien, ces choses faites, ce sera possible parce que ça coûte de l'argent. Et donc, parfois, ils diront non, c'est qu'on sait que lorsqu'on ne se forme pas, eh bien, on est moins performant. Et donc, ça n'est pas bon ni pour la personne, ni pour l'économie. 2. Les étudiants qui font des allers-retours doivent pouvoir prendre des billets à des prix raisonnables. Aujourd'hui, vous avez pour la Guadeloupe à peu près 375 € tous les 3 ans. C'est largement insuffisant. Donc, on va vouloir remonter ces seuils et le gouvernement et les députés s'y sont engagés à le prendre par décret. Nous attendons bien évidemment des réponses claires du ministre le 8 juin. Et enfin, nous avions un élément très important. Quand on découvre une maladie d'un enfant et qu'il n'y a pas de possibilité de le soigner en Outre-mer, il doit partir. 1 ou 2 de ses parents doivent le rejoindre. Et là, il doit arrêter son travail, trouver un logement et ça coûte un paquet d'argent. Et donc on a fusionné, ça a été validé, 2 aides, une aide pour l'accompagnement de l'enfant et une aide pour enfants adultes handicapés. Et donc je me réjouis que ça va pouvoir soulager les parents. On en parlait dans ce journal, les agriculteurs de Papaïcheton et de Maripasoula confrontés à une ou des maladies du manioc non encore identifiées. La Fredon, organisme de protection dédié à la santé du végétal, a lancé une alerte cette semaine et des préconisations pour endiguer le phénomène en attendant une solution pérenne. Un article de Catherine Lama. Et la santé des végétaux, justement, c'est une véritable préoccupation pour l'ONU qui a même décidé de mettre en place une journée internationale. En Guadeloupe, une pépiniériste livre quelques secrets pour garantir la santé des orchidées, notamment. Regardez ce reportage de Michael Baptiste. Des feuilles flétries, jaunies ou trouées, ces plantes malades nécessitent des soins adaptés. Un espace de convalescence leur est dédié dans cette pépinière avec pour objectif de les aider à recouvrer la santé. Le but, c'est de ne pas perdre la plante et de réagir assez rapidement.
Donc si le client ne peut pas, moi je prends la relève. Donc la plante est hospitalisée. Les plantes sont des êtres vivants et elles ont aussi besoin de soins. Dans la sphère des épiphytes, les orchidées hors sol aiment la lumière mais sont à l'abri du soleil. La coupe des racines abîmées ou trop longues fera du bien à cette orchidacée. Il faut toujours bien désinfecter son sécateur avec de l'alcool, car l'orchidée est sensible au virus. Pour être sûr que les racines sont bien mortes, parce que par moment elles sont marron mais elles ne sont pas mortes. Donc je touche. Et une fois je suis sûre, donc je coupe. Donc en taillant, donc les racines se ramifient, on a de nouvelles racines qui sortent. Donc du coup, la plante continue. Connaître la plante et respecter ses besoins aide à la maintenir en bonne santé. Mais lorsque les insectes ravageurs et les maladies attaquent les végétaux... La cochenille, c'est un piqueur suceux, c'est un insecte qui vit de la sève de la plante. Donc elle va se positionner sur la plante, la piquer et sucer sa sève. Ce qui va entraîner une pourriture, le jaunissement de la plante. Les traitements préventifs ou curatifs permettent parfois de contenir le bioagresseur et de soigner le végétal. Dans ce cas d'espèce, du savon noir à mélanger avec de l'alcool à brûler ou du jus de citron et de l'eau devrait permettre d'éradiquer la cochenille. Je pulvérise bien sur les cochenilles. Une fois par semaine au moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cochenilles, vous en mettez. Conseil de pépiniériste pour garder ses plantes en bonne santé, toujours les observer, identifier l'insecte ou la maladie et ne surtout pas attendre le dernier moment pour traiter le problème. On poursuit avec notre revue de presse sur l'Amazonie pour nous parler de l'actualité de nos voisins. Alexandra Silbert, bonsoir. Bonsoir Lélia. Alors pour débuter, direction le Brésil avec ce revers pour Lula et sa politique environnementale. En effet, mardi, les députés brésiliens ont voté un projet limitant la démarcation des terres indigènes. Si le Sénat l'approuve, eh bien les autochtones n'auront plus droit qu'aux terres qu'ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution de 1988. Un projet immédiatement contesté par les premiers concernés. Vous le voyez ici sur ces images de France 24. Ils ont immédiatement manifesté. Alors c'est une mesure qui vient de députés pro-industrie agroalimentaire ainsi que de groupes d'opposition. Vous le disiez, c'est un revers pour Lula qui s'était engagé avant même son élection à faire de la préservation de l'environnement sa priorité. Et les scientifiques le disent, la démarcation des terres indigènes, eh bien, c'est un rempart contre la déforestation. Il s'agit d'un génocide contre les peuples indigènes, mais aussi d'une attaque contre l'environnement. Ce sont des propos de Sonia Guajajara, la ministre des Peuples indigènes brésilienne. Au Guyana, un autre incendie de dortoir a été déclaré ce matin, Alexandra. Et il n'a fait aucune victime, Lélia, contrairement à celui du 21 mai dernier, toujours au Guyana, dans la ville de Madia. Ce matin, à Karasabay, dans le centre du pays, ce feu a été déclaré vers 4 heures du matin. 17 jeunes filles étaient dans ce dortoir, mais elles ont pu être évacuées. En revanche, le bâtiment, vous le voyez, a été complètement détruit. Le ministre de l'Intérieur et celui de l'Éducation se sont rendus immédiatement sur place. Saint-Angela, c'est un pensionnat catholique pour jeunes filles, pour celles qui vivent dans les communes éloignées et qui sont scolarisées à Karasabay. Alors en revanche, le bilan des morts s'est alourdi après le drame de Madia, vous en parliez. Une victime de 13 ans a succombé à ses blessures mardi, ce qui porte le bilan à 20 morts. La présumée auteure des faits, c'est elle, une jeune fille de 15 ans. Elle a été interpellée ce lundi. Pour rappel, elle avait menacé de mettre le feu à l'établissement après s'être fait confisquer son portable. Selon les premiers éléments de l'enquête, vous allez le voir s'afficher sur cet écran, elle était un élément perturbateur déjà au sein de l'établissement et elle sera jugée devant le tribunal pour mineurs. On reste au Guyana avec ce parcours de réussite d'une chef d'entreprise qui a su se relever après avoir fait de la prison. Vous allez la voir tout de suite dans cet article de Stabroek News. C'est elle, Samantha Reed. Elle a fait 5 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une femme, chef d'entreprise accomplie et fraîchement élue présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Berbice dans l'État de New Amsterdam. Alors, les faits se sont déroulés en 2006 aux États-Unis où elle avait émigré avec sa famille. Samantha Reed s'est livrée assez librement sur cette partie de son histoire. À sa sortie de prison, elle est retournée au Guyana où elle a fait des études et travaillé dur. Elle a d'abord eu une boutique de vêtements, puis elle a été prêteur sur gage avant de créer son entreprise de travaux publics qui a notamment contribué à la construction de cette maison pour une famille en difficulté. Le tout en étant mère célibataire de 3 enfants. Un bel exemple. Merci Alexandra pour toutes ces précisions. Merci encore.
Il y a encore quelques mois, il chantait devant sa famille, ses amis. Aujourd'hui, c'est la France entière qui connaît sa voix. Le Saint-Laurentais Mika disputera la finale de The Voice samedi. Un sacré parcours pour ce lycéen qui fait rêver ses camarades. Terence Moy et Ingrid Saucé-Ismain ont rencontré ses amis et ses camarades. Regardez. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. La voix de Mika Gravenberg résonne encore dans le cœur du public. Il a chanté ici, dans sa commune natale, le 10 mai dernier. Finaliste de The Voice, un tour de force inespéré pour ce jeune de 18 ans qui reçoit un soutien de ses amis lycéens, encore plus fort que jamais, même à 8000 km de là. On ressent beaucoup d'émotions, on crie beaucoup et puis on interagit. On essaye d'interagir, de continuer, de le soutenir. Comme lui, il est parti, nous on est ici. D'essayer de le porter un peu plus haut, de le faire entendre. Le soutien envers Mika est naturel et spontané. Lui qui donne sans compter et qui ne s'est jamais arrêté de chanter depuis son plus jeune âge. Il nous surprend toujours en fait. Il a toujours quelque chose à nous donner. Voilà. Il a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un de notre vie. Donc voilà. C'est comme un petit rayon de soleil. Son ami d'enfance vit l'aventure loin des yeux mais près du cœur. À chaque représentation, il reçoit un appel de Mika pour lui raconter comment se passe l'épopée. Tout ce qu'il arrive maintenant, il le mérite parce depuis des années, il me casse les oreilles à la maison avec ses chants et tout. Donc je me dis, soit il va arrêter, mais soit il va aller loin. Et là, je me rends compte, et là je suis grave content pour lui que là il exploite son talent, il montrera à tout le monde qu'une telle personne est en Guyane. Au lycée Berthen Juminaire, on soutient l'enfant du pays. Absent depuis plusieurs mois pour vivre cette aventure, il ne pourra pas passer le bac cette année, mais les professeurs ferment les yeux pour cette fois. Son compte Insta est seulement à 12 000. Franchement, on est à combien en Guyane? Nous sommes combien en Guyane? Donc, même si on le soutient, mais il ne faut pas que ça soit fait dans le silence. Il faut que ce soit visible, il faut qu'il y ait plus de bruit. Tous mes amis, domiens ou pas, qui habitent en métropole, votez en masse pour Mika. L'appel est lancé à Saint-Laurent-du-Maroni, mais également dans toute la Guyane, avec la toute première coach de Mika, Régine Lapassion, lorsqu'il a remporté le concours Yana Pépite en 2021. Il en veut et quand quelqu'un est aussi motivé, aussi tenace, la personne va très loin. Et c'est ce qui est en train de lui arriver. Donc il a passé des étapes au fur et à mesure. Donc il y a une étape où il est un peu plus fatigué, ça se voit. Mais il sait quand même ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne faut plus faire pour aller le plus loin possible. Le rendez-vous est pris samedi. Mika Gravenberg, le Saint-Laurentais à la voix en or, peut faire briller la Guyane d'une toute nouvelle lumière. Et on l'espère. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info en radio dès 5h. L'info est aussi en continu sur notre site internet. Demain, à cette même place, Alexandra Silbert. Belle soirée à vous. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet